Donc, bonjour à tous pour ce coaching sur l'actualité économique immobilière en 2023. Et on va surtout parler des bonnes pratiques pour tenter de survivre à cette époque ô combien complexe. Alors, ça serait cool qu'aujourd'hui on interagisse pas mal parce que, comme je vois que dans l'audience, il y a pas mal d'agents un peu partout en France, ce serait intéressant qu'on fasse un petit état du marché de manière générale et qu'après on regarde si certains secteurs se démarquent plus que d'autres, certains micro-marchés, certaines niches se démarquent plus en termes de qualité de contact, en termes de mandat. Parce que bon, vous savez aussi bien que moi qu'en immobilier, il n'y a pas un marché, il y a une multitude de marchés, bien qu'on peut quand même tenter, bien qu'il y ait quand même des tendances générales, mais il y a surtout plusieurs marchés. Et parfois, certaines niches, certains secteurs peuvent être épargnés. D'ailleurs, rappelez-vous toujours que les meilleures fortunes se font souvent quand c'est la crise. Bon, ok. Donc, on va faire deux parties. On va d'abord faire un état des lieux des tendances générales de ce qui se passe en ce moment. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais ça sera intéressant d'en discuter. Donc, un état des lieux justement sur les tendances et sur ce qu'on ne va pas pouvoir finalement, des notions qu'on ne va pas pouvoir contrôler, hein, puisque on ne peut pas empêcher les taux de monter, on peut pas forcer les vendeurs à vendre, on ne peut pas forcer l'acheteur à avoir son crédit, on ne peut pas aller à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale et voter. Donc il y a des notions où on va pas avoir le contrôle. Donc ça va être la première partie. Et pour le coup, la seconde partie va être justement d'essayer de réagir sur comment faire pour s'adapter et contourner entre guillemets, toutes ces complexités. D'accord? Je bois une petite goutte de café, puis on attaque. Ah, c'est du bien. Alors, un petit état des lieux en juin 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je pense que je ne vais pas vous apprendre que les taux continuent à monter. D'ailleurs, ça serait intéressant, si certaines personnes veulent interagir, à savoir vos actes authentiques en ce moment, les crédits qui sont accordés à vos acheteurs, combien ils ont en ce moment de taux. En ce moment, voilà, la moyenne sur 25 ans, on est à 3,65 en taux nominal hors assurance et 3,40 sur 20 ans, d'après Meilleur Taux. Alors, je vais vous mettre à l'écran un petit peu les taux de manière générale. Donc voilà, sur 25 ans, on considère qu'un bon taux commence à partir de 3,60. Voilà. Sur 20 ans, 3,41. Sur 20 ans, 3,41. Mais c'est avant négociation. Donc on est bien loin des 1% qu'on a eu il y a quelques années. Donc je pense que voilà, vos actes, enfin les dossiers de vos acheteurs doivent se situer dans cette tranche-là, à peu près 1 sur 25, entre, allez, s'il y a un super dossier, 3,25, 3,35, et pour les dossiers les plus compliqués, je pense qu'on peut même commencer à avoisiner les 4%. Est-ce que parmi vous, vous voyez des taux entre 3,80 et 4% sur 25 ans? Je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Ouais, moi j'ai eu des clients qui étaient sur 3,60 là. Hmm. Mais même des bons profils, hein, des profils Ouais, assez ouais. intéressants en zone frontalière, mais ils n'ont pas eu mieux a priori via un courtier, donc et leur banque. Hmm, hmm. Ouais, ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflation, et quand il y a l'inflation, eh bien, il faut casser la demande, et pour casser la demande, on fait monter les taux. C'est aussi simple que ça. Le seul problème, c'est qu'il y a, comme vous le savez, il y a un problème de corrélation entre les taux qui augmentent rapidement et l'immobilier qui ne diminue pas aussi rapidement que les taux augmentent. Ce qui fait qu'il y a une énorme, on en a parlé dans des coachings précédents, il y a alors je ne me rappelle plus du chiffre, mais je crois qu'on était aux alentours des 25%. En moyenne, les acheteurs ont perdu 25% de leur capacité d'emprunt, en moyenne. Rien que parce que les taux ont augmenté, donc c'est énorme. Si on rajoute à ça l'inflation et de manière générale dans le pays, on a une piste à creuser déjà pour comprendre pourquoi, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, pourquoi c'est de plus en plus compliqué et pourquoi il y a de plus en plus de refus de prêts et des banques qui ne prêtent pas, même avec des bons profits.
parce que la BCE a augmenté leur taux, les taux directeurs, ce qui fait que les banques achètent l'argent à un certain taux. Et en fait, sur les crédits immobiliers, du fait qu'en face, le taux d'usure, il augmente, et de manière mensuelle, certes, mais pas suffisamment pour que les banques gagnent vraiment de l'argent, finalement, parce qu'elles gagnent quasiment que dalle sur les prix immo. Et bien, on se retrouve comme ça. Alors, l'année dernière, c'était encore plus grave. Là, grâce à la remontée du taux d'usure de manière mensuelle, eh bien, ça a un peu débloqué la situation, même si ce n'est pas suffisant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la banque achète l'argent à beaucoup plus cher qu'avant, puisque les taux directeurs ont monté. Et forcément, en face, le taux d'usure, lui, n'a pas augmenté de manière aussi vite, ce qui fait que les marges sont très fines, en fait. C'est pour ça que même pour des dossiers qui sont super bons, parfois, on ne comprend pas. Tout simplement parce que les banques ne veulent pas prêter. C'est aussi simple que ça. Ça va pas plus loin. On se retrouve avec des super dossiers de l'épargne, de l'apport, des CDI, de ce que vous voulez, et des banques qui vous disent « Désolé, je ne vais rien pouvoir faire pour vous » parce qu'elles sont en fait totalement, enfin la plupart, sont totalement impuissantes, en fait. Donc voilà pourquoi on a des super dossiers aussi qui passent pas. Hausse des taux qui se poursuit, donc hausse comprise entre 0,10 et 0,17 selon les durées, donc 3,40, la pénurie d'offres bancaires, les banques ne prêtent plus ou presque plus. En réalité, pourquoi? Entre autres pour les raisons que je vous ai évoquées, en fait. Parce qu'elles ne gagnent quasiment pas d'argent, et puis le risque que comporte un projet immobilier, puisque c'est sur des années, 20-25 ans, elles considèrent que c'est trop énorme pour finalement gagner autant peu d'argent, en fait. Elles préfèrent garder leur liquidité. Donc voilà un petit peu sur l'actualité des taux. Donc, et c'est clair que ça va continuer à monter. Même si ça reste spéculatif, il y a de fortes chances pour que cet été, on dépasse les 4%, ou que vraiment on s'en approche. Et après, après c'est encore de la spéculation, mais en tout cas, il y a des études qui montrent que ça aurait tendance à stagner, voire légèrement régresser. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant de longs mois, a priori, le mot sûr n'est pas approprié, mais en tout cas, la tendance voudrait que ça se stabilise. Alors, je prends l'exemple de 25 ans, ça se stabilise aux alentours des 3,84 et ça risque de durer quelques années. Voilà, c'est la tendance. Après, vous savez comment c'est, hein, quand c'est spéculatif, ça peut changer rapidement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va dans ce sens. Donc après, oui, il y a une vraie question qui se pose entre le 20 ans et le 25 ans pour les acheteurs. Mais bon, sur 20 ans, c'est toujours pareil. Ça demandera plus d'épargne, ça demandera plus d'apport, parce que forcément, emprunter sur 20 ans, ça ne va pas être évident, parce que la mensualité va significativement augmenter. Donc le reste à vivre, le taux d'endettement sera beaucoup plus élevé. Donc ouais, l'accès au crédit est difficile, en fait. Ça, c'est un secret pour personne. Donc voilà le premier état. Ensuite, baisse rapide des ventes. Oui, ça je pense que je ne vous l'apprends pas non plus. Vous savez qu'on sort de 4 années assez exceptionnelles où on a dépassé le million de transactions cette année. Alors, curieusement, alors moi, c'est à manipuler avec précaution. Mais en tout cas, l'INSEE confirme, comme je vais vous le montrer, sur un... Enfin, c'est pas l'INSEE, je l'ai trouvé sur les bases notariales et la DGFiP. Mais en tout cas, on voit vraiment une baisse rapide des ventes cumulées sur les 12 mois. On le voit, hein, et puis c'est qu'un début, parce qu'on est qu'au mois de juin en 2023. Mais, a priori, la tendance voudrait qu'on fasse quand même plus de 900 000 transactions. Donc, ce n'est pas si catastrophique que ça, finalement. Parce que 950 000 transactions, eh bien, c'est quand même au-dessus de la moyenne de ces 20 dernières années. Donc, c'est quand même plutôt positif. On sait qu'il va y avoir moins de ventes, on sait qu'il y a des complications, mais pour un professionnel qui va... Alors, on revient à la crise de 2008. Pour le professionnel qui vraiment applique toutes les méthodes qu'on connaît et qu'on va réviser aujourd'hui,
on peut quand même tirer son épingle du jeu. Et puis, ça va avoir un autre défi, ça va avoir un autre effet. C'est qu'il va y avoir une sélection naturelle. Il va y avoir, et on le voit déjà, une multitude d'agents qui vont arrêter. Et qui arrêtent déjà d'ailleurs. Surtout dans les grands réseaux. Donc, ça va diminuer la concurrence. Donc, en s'accrochant, vous allez y arriver. Parce que rappelez-vous que l'immobilier est une passion française. Les blocages liés au taux d'usure commencent seulement à se résorber. Effectivement, il y a eu un relèvement tardif du taux d'usure par rapport au taux de la BCE, c'est ce que je vous disais, au taux directeur, ce qui a amplifié le recul des transactions et qui a aggravé l'impact des taux. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'était pire l'année dernière. Alors l'été dernier, vous aurez vu, il y avait 40% des crédits qui ne passaient pas en août dernier parce que le taux d'usure était, les banques ne pouvaient pas prêter en fait, parce que le taux d'usure était pas assez élevé. D'où après la révision mensuelle, qui a un peu débloqué la situation, mais qui est arrivée tardivement. Donc pour l'instant, ça commence un peu, on le voit, c'est poussif à se résorber, mais il y a quand même une baisse des ventes et en fait, c'est pas suffisant en fait. Je suis persuadé que c'est pas suffisant et que ça va continuer dans ce sens, malheureusement pour l'instant. Le PTZ est prolongé jusqu'en 2027, mais seulement pour les appartements. Alors vous savez qu'il y a eu la réunion là, avec la Première ministre sur le logement. D'ailleurs, ça fait pas mal de bruit dans la profession. Et dans les mesures, donc le PTZ qui est prolongé jusqu'en 2027, mais les maisons, on n'en parle plus. D'accord ? Le gouvernement limite l'achat donc des biens neufs et des logements en logement collectif dans les zones très tendues, donc c'est-à-dire Paris en gros, et proches. Mais en revanche, pour les logements anciens à rénover, alors de mémoire, il faut que les travaux représentent 25% du coût de l'opération. Dans les zones non tendues, ça sera possible aussi. Donc en gros, le PTZ est prolongé mais diminué. En gros, ça veut dire ça. Alors ça, heureusement, c'est une bonne chose. De toute façon, c'était indispensable. Donc, la mensualité du taux d'usure est prolongée jusqu'à 2023, au lieu des trimestres comme l'année dernière. Et ça va s'étendre jusqu'à 2023. Non, excusez-moi, il y a une erreur là. J'ai mis 1er juillet, mais c'est décembre. C'est pour ça que j'étais là, mais pourquoi j'ai marqué juillet? Donc, c'est pas juillet, c'était à l'époque, en fait. C'était en janvier, ils avaient prévu pour jusqu'à juillet, mais là, ils ont étendu jusqu'à décembre. Donc là, il y a une faute, c'est pas juillet, c'est décembre. Ah, un sujet intéressant. Tiens, ça a fait du bruit en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de l'autorité de la concurrence, qui constitue pour moi un véritable scandale, parce que je l'ai lu. Et on va s'y arrêter un petit peu ça. Et je vais vous proposer un petit sondage. Donc, alors, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Mais, parce que le parcours législatif est encore long. Mais en tout cas, ça part quand même dans cette direction. Donc, ce qui risque de se passer, c'est un risque, ça ne va pas se faire. Enfin, pour l'instant, on ne dit pas que ça va se faire. Mais bon, on voit quand même les tendances du gouvernement. Et je pense que ça va se faire, puisqu'ils veulent absolument harmoniser la France avec l'Europe. Et vu que c'est une directive européenne, il y a de fortes chances pour que ça se fasse. Donc, l'autorité de la concurrence vient de sortir un rapport avec deux grandes notions à l'intérieur. Un, enlever, en fait, déréglementer l'entremise immobilière de la loi Hoguet, en fait, en gros. Et deux, baisser les commissions des agences, puisque la commission en moyenne française est à 5,78 contre 4% en moyenne dans toute l'Union européenne. Donc, on revient encore la pression européenne, une fois de plus. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien, comme ça vous pourrez lire. J'ai trouvé un super article sur le journal de l'agence qui a été fait par un avocat, je vous le mets. Et dedans, vous allez absolument avoir tout du rapport. Donc, ils disent assouplir les conditions d'exercice de l'activité d'entremise. Donc, il y a deux options qui sont retenues. C'est un, enlever carrément l'application de la loi Hoguet à l'entremise. Deux, une option plus mesurée qui vise en fait à seulement octroyer
certaines missions de la loi Hoguet. Enfin, maintenir certaines missions, mais pour l'instant, c'est vraiment le flou, donc ça ne sert à rien de développer. Mais en tout cas, il y aurait certaines missions qui seraient exclues de la loi Hoguet, d'autres qui seraient comprises à l'intérieur. Voilà. Donc, en gros, ils disent que, voilà, donc, l'autorité recommande d'exclure de la loi toutes les prestations qui ne constituent pas, à proprement parler, l'entremise. Donc, en gros, ça serait un assouplissement. En fait. Voilà. Ensuite, il vise aussi à renforcer la protection économique des consommateurs. En fait, donc voilà, avec toujours une harmonisation du mandat, toujours voilà, garder à l'intérieur des obligations toutes les règles d'affichage sur les publicités, c'est l'arrêté du 17 janvier 2017, du 10 janvier 2017, donc ça, il conserverait tout ce qui est vraiment transparence et affichage afin de protéger le consommateur. Mais les deux grandes notions vraiment à retenir, c'est vraiment la diminution des honoraires, on le voit. L'autorité s'appuie généralement sur une étude de la Commission européenne, parce que ça date de 2018 en fait. Hein. Ça vient de sortir, mais ils ont travaillé pendant des années pour faire leur étude. Hein. Donc, il aura fallu des années pour comprendre que les taux de commission pratiqués en France étaient plus élevés que l'ensemble des États de l'Union européenne, voilà, avec un taux de 5,2 contre 4%. Voilà. Donc, peut-être que le législateur travaillera sur ça et sur l'entremise immobilière. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat parce que c'est super intéressant. Bravo au journal de l'agence et à Cyril Sabatier qui est avocat pour cet article. Petit sondage. Dans l'audience, parce que du coup, ça m'a interpellé parce que ça veut dire que si, alors on n'est pas là, mais si l'entremise n'est plus réglementée, ça veut dire que tout le monde va pouvoir faire de l'entremise. Bon, quelque part, c'est un peu le cas, parce que quand on est mandataire, c'est réglementé parce qu'on travaille sous la carte, mais pour être mandataire, il y a besoin à part si on n'a pas été condamné, on peut quasiment tout le monde peut être mandataire immobilier. Mais d'ailleurs, le rapport s'appuie sur cette notion-là aussi pour déréglementer. Bon, moi, je suis contre, évidemment. Je suis même pour faire l'inverse, pour encore plus réglementer et professionnaliser surtout les mandataires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, évidemment, il va y avoir une multitude d'agents qui vont vouloir ouvrir une structure plus importante, ce qui est compréhensible d'ailleurs. Mais on sait très bien les problèmes que ça va engendrer, parce qu'une multitude de mandataires sont totalement inaptes à travailler, on le sait. Et pour le coup, je pense qu'il va falloir qu'ils construisent des tribunaux, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de procédures, à mon avis. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, vous, si demain, la réglementation, finalement, ne s'applique plus et qu'on n'a plus besoin de carte T pour pouvoir faire de la transaction, est-ce que vous resteriez mandataire ou est-ce que vous ouvririez une agence en fait? C'est intéressant. Si vous ouvrez une agence ou vous créez un réseau, vous créez une structure plus importante, vous tapez 1, et si vous voulez rester mandataire, vous tapez 2. C'est juste, ça m'intéresse. Et Jonathan, il y a un cas différent, c'est-à-dire qu'on peut être dans le réseau Expertimo tout en étant agent. Donc, on va rester agent, mais pour moi, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire que je n'anticipe pas de grossir spécifiquement, j'envisage pas de. Par contre, ce que je crois, c'est qu'effectivement, moi, ça m'apparaît quand même assez spécial comme présentation et que s'il y a un manque de professionnalisme, notamment, et que tout le monde peut faire l'intermédiation sans être formé, parce qu'on a aussi des obligations de formation, etc., qui sont importantes. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses antithétiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander d'un côté d'avoir une façade qui est extrêmement régulée, c'est-à-dire vis-à-vis du consommateur, et puis n'importe qui le matin se lève et fait de l'agent immobilier. Donc, je ne sais pas si ça marchera réellement. Je ne sais pas. Les horaires, ils ne sont pas à 5,8, mais plutôt entre 3,5 et 3. Donc, je suis un peu bas, mais nous, c'est lié à la région. Je pense qu'à Paris, ils doivent être à peu près dans les mêmes ordres que moi. Et donc, je ne suis pas convaincu. C'est vrai que je ne vois pas trop si ça va marcher ou pas. Mais bon, moi, je considère que le marché est déjà très concurrentiel et qu'il se régule automatiquement maintenant. Oui, tout à fait. Je pense à peu près comme toi, ouais. Ouais. Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est une énorme connerie de déréglementer la profession. Déjà qu'on voit, entre guillemets,
avec beaucoup d'agents sur le terrain, les catastrophes que ce soit en termes de conseils juridiques ou même de manière générale, en termes de savoir-être, de savoir-faire, de non-formation, effectivement aussi. Alors, si effectivement, il n'y a plus besoin de carte, alors là, je ne vous raconte pas. Bon, Moi, après, voilà. En tout cas, ça vient de sortir, ça sera soumis ministre, tout ça, et après, on verra bien. Mais c'est dans les tuyaux. moi, si je peux me permettre, en fait, Agnès Chausson, je sais pas spécialement d'être agent immobilier, d'ouvrir une agence, mais c'est juste le statut pour être en société, en fait. Voilà. Je comprends, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est juste ça. Oui, oui, tout à fait, parce que… Non, voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça d'ouvrir une agence. Je reste mandataire. D'accord. Alors, c'est intéressant, vos réponses, parce que à part toi, je crois, vous avez tous mis 2. Et donc, ça veut dire que vous souhaitez tous rester mandataire. Donc, ça veut dire que vous êtes tous bien chez Expert Immo. En fait, votre réponse, je pense qu'elle est cohérente. Et je pense qu'il y a un lien également avec le côté, avec l'ADN du réseau. Comme vous le savez, où on recrute quasiment aucun débutant et vous êtes à 5% de commission. Parce que j'ai lancé des sondages sur LinkedIn et sur Facebook où la majorité des mandataires rétrocèdent des commissions. Et quand on pose la question dans les groupes plus généralistes, effectivement, la tendance va à l'inverse. Donc peut-être, je dis peut-être, qu'il y a une corrélation avec ce côté entrepreneur et commission et le côté statut, comme tu dis en fait. Donc c'est une problématique assez complexe, finalement. Bon, enfin voilà, sur cette notion, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, évidemment, mais il faut savoir que c'est dans les tuyaux. Le Pinel, bon, mais il va falloir que ça s'arrête un jour. C'est prévu de s'arrêter en 2024. Il ne sera pas remplacé, a priori. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est pareil, ils disent que ça ne va pas être remplacé, mais il va bien falloir à un moment donné, puisque là, on le voit dans toutes les mesures qui sont prises, on voit que systématiquement, c'est de la diminution et c'est de la restriction. Donc au bout d'un moment, s'ils veulent vraiment redonner de l'attractivité, de la compétitivité et favoriser l'investissement quand on voit la crise du logement qu'il y a, et j'en parle même pas dans le neuf, parce que là on a parlé de l'ancien, mais dans le neuf, c'est une véritable catastrophe. J'ai discuté avec des promoteurs, certains promoteurs, alors il y a une baisse d'en moyenne 40% des programmes, mais il y a certains promoteurs qui sont à moins 70%. Le neuf est dans une véritable crise sans précédent, a priori. Donc, s'ils continuent comme ça, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. Donc, j'ai vu plusieurs promoteurs aussi discuter sur BFM, et oui, ils ne sont pas contents, quoi. Bon, on verra bien. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Parce que là, on a vu le négatif, maintenant on va voir le positif quand même. Alors, tout ça, objectivement, on ne peut rien faire. Je ne vois pas quel levier on va pouvoir mettre en action pour pouvoir changer ça. Ce n'est pas de notre ressort, à la limite de nos syndicats. Mais nous, non, à notre niveau. C'est pourquoi il va falloir essayer, du coup, de dompter ces mesures et essayer d'en tirer des avantages. Ça va être dur, mais on va essayer. Et pour ça, on va, pour le coup, se remettre en question et on va essayer de sortir son épingle du jeu. Rappelez-vous que ces 4 dernières années ont été exceptionnelles. On le sait. Beaucoup de mandats arrivaient comme ça, et vu qu'il n'y avait pas énormément d'offres de notre côté, ils partaient facilement aussi, surtout dans les zones tendues. Et même en ruralité d'ailleurs. Ce qui a fait monter les prix, on le sait, etc. ces 4 dernières années. Mais là, cette euphorie est terminée. On le voit. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est plus difficile et que les chiffres d'affaires ne seront pas comme ces 4 dernières années. Sauf, bien sûr,
dans certaines régions, dans certaines niches, heureusement, j'ai encore des agents qui m'appellent et qui me disent « Moi, j'ai déjà fait mon chiffre de l'année dernière. » Mais ce n'est pas la majorité. Est-ce que vous, dans l'audience, il y a déjà des personnes qui ont fait leur chiffre de l'année dernière ou qui sont très bien placées par rapport à l'année dernière ou ces 4 dernières années ou est-ce que c'est plus compliqué? On va dire que si vous tapez 1, vous avez fait votre chiffre, donc c'est super positif. Si vous tapez 2, vous êtes super bien, mais vous n'avez pas encore atteint votre objectif, mais vous n'êtes pas loin. Et si vous tapez 3, c'est le bordel. Alors, ça va quand même dans l'ensemble. Ah, il y a quand même du 3. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. 1, oui, mais grâce à la fin d'année 2022, 3 pour les promesses bien 2023. D'accord. Et oui, tout à fait, parce qu'on a toujours 3 mois de décalage. Bien sûr. Ouais, moi aussi, c'est 1, mais avec un ralentissement notable actuel. En tous les cas, là, le mois de juin, juillet, qui normalement sont des mois très, très actifs dans les deux sens, prise de mandat et vente, là, c'est quand même du stock qui a abouti, Ouais. mais très difficile de faire du nouveau business. Donc, le momentum, parce que moi, je clôture en septembre pour 2024, m'inquiète plus que ce que j'étais inquiet. Enfin, j'étais inquiet en début d'année, mais il fallait ça s'est validé. Maintenant, c'est vrai que les soudes sont. Là, c'est la tendance, en fait. C'est que comme on sait qu'on travaille toujours 3-4 mois en avance, parce que le travail que vous produisez aujourd'hui, en règle générale, les effets, vous les voyez quelques semaines, quelques mois après. Il y a toujours un décalage. Donc, effectivement, tout votre travail que vous avez fait au dernier trimestre 2022, effectivement, on pourrait même ne pas le compter, en fait. Mais bon, il faut quand même le compter parce que ça rentre dans 2023. Mais effectivement, et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça explique ce décalage. Et malheureusement, on le voit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Bon, fort heureusement, il n'y aura pas de chute. Enfin, quelque part, ça peut pas si mal. Mais il n'y aura pas de chute des baisses de prix. Ce n'est pas prévu. Mais ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai été parasité par justement cette notion de chute des prix et bon, ça reviendra, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, la tendance au deuxième semestre, vu qu'on travaille toujours avec des mois de retard, va sûrement s'accentuer. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les notions objectives. Donc, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas qui vont s'accentuer. Mais, parallèlement à ça, comme on le sait, ce qui va nous sauver, je pense, parce que bien que la situation soit complexe, elle est catastrophique dans le neuf. Et dans l'ancien, c'est complexe, c'est pas catastrophique. Eh bien, les bons professionnels, ceux qui vont continuer à travailler avec tout ce qu'on va voir à présent, vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir, vous allez vous en sortir, tout simplement parce que vous allez être bon, en fait, que la moyenne des mandataires. Et c'est pas très dur. Quand on voit que la moyenne des chiffres d'affaires des mandataires est aux alentours des. Alors, pour quelqu'un qui travaille vraiment, pas en double activité ou à temps partiel, et se situe vers 25 000 euros. Donc, hors taxe, hein, par an de chiffre d'affaires. Donc, les bons, ceux qui vraiment appliquent les méthodes et vont travailler dur, parce qu'il faut avoir conscience qu'il va falloir travailler dur, ça ne va pas être comme ces dernières années. Les mandats peuvent arriver. Mais là, ce qui est plus inquiétant, ça va être finalement les acheteurs. Il va falloir se concentrer sur les acheteurs. Mais même s'il va falloir porter plus d'attention sur les acheteurs, puisque les banques vont fermer les robinets, ou quasiment, eh bien, la rentrée de mandat restera toujours le nerf de la guerre, quand même. Même si temporairement, comme c'est le cas en ce moment certains, le téléphone sonne moins souvent. Rappelez-vous que qui tient l'offre, tient la demande. Il ne faut jamais oublier cette phrase. Qui tient l'offre, tient la demande. Et même dans les temps complexes, si vous avez l'offre, tôt ou tard, vous aurez la demande. Une bonne offre, évidemment.
Eh bien justement, on va en parler. Le premier concept important, on en a parlé la dernière fois, c'est travailler les baisses de prix. La FNAIM l'a souligné récemment. Donc, je vous parlais de 900 voilà, tout à l'heure. Donc, c'est la FNAIM qui l'a souligné. Il prévoit une baisse de 10 à 15% des ventes en 2023, mais on va quand même être à 900. Voilà. Selon la FNAIM, on sera quand même aux alentours des 950 000 transactions, ce qui est quand même énorme dans l'ancien. Donc, il y a du chiffre d'affaires à faire, mais il sera plus dur à aller chercher. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas catastrophique. En revanche, la baisse des prix est un enjeu majeur à cause des taux. C'est-à-dire que les taux augmentent tous les mois, mais de l'autre côté, le temps que le marché des vendeurs comprenne la situation, baisse les prix et associe cette corrélation des taux et des prix de l'immobilier, il peut se passer des mois, voire des années. Donc ça va certainement, et d'ailleurs c'est déjà le cas, ça a déjà commencé, rallonger les délais de mise en vente sur le marché. Mais il ne va pas y avoir, c'est là qui est compliqué, c'est ça qui va être compliqué, c'est qu'il ne va pas y avoir de chute. Ce n'est pas du tout prévu qu'il y ait de chute des prix. Parce que, il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez de logements sur le marché de manière générale, et bien que ce soit difficile pour les acheteurs, il y en a quand même. Donc il n'y a pas de chute prévue. Il faudrait beaucoup plus de biens sur le marché, en fait. Parce que ce qui fait les prix, on ne va pas se mentir, c'est la loi de l'offre et la demande. Et comme il n'y a pas beaucoup d'offres, eh bien, il n'y a pas de chute prévue, en fait. Alors oui, on voit parfois des baisses de 2%, 4%. D'ailleurs, vous regardez sur le baromètre LPI qui est publié sur sur le journal de l'agence, vous avez une carte précise de tous les secteurs, c'est sorti le mois dernier. Il y a très peu de baisse de prix en réalité. Donc, on voit l'enjeu majeur de travailler sur les baisses de prix. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Alors, c'est toujours vrai en temps normal. Mais là, il va falloir leur faire comprendre aux vendeurs que s'ils veulent avoir un acheteur solvable, eh bien, il va falloir qu'ils donnent la possibilité à leurs acheteurs de pouvoir acheter. Et oui, Anthony, c'est exactement ce que je disais. C'est qu'ils n'ont pas encore compris. Et c'est notre rôle en tant que conseiller de leur faire comprendre. Et pour leur faire comprendre, eh bien, il y a votre talent de négociateur. Vous allez travailler, comme on l'a vu plusieurs fois dans le rendez-vous vendeur, vous allez travailler sur leur projet, c'est-à-dire que vous allez taper là où ça fait mal, entre guillemets. Vous n'allez pas, quand vous faites une baisse de prix, vous n'allez pas leur dire bon, il faut baisser parce que c'est trop cher, ce n'est pas les prix de l'immobilier. Bon, je caricature, mais en gros, si vous leur dites ça, alors il faut leur dire, mais pas que ça. Mais si vous vous arrêtez là, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre, parce que c'est une notion objective. Ce qu'ils veulent, c'est du subjectif. Et le subjectif, c'est leur projet. Donc, il faut taper sur leur projet, il faut argumenter sur leur projet, sur ce qui est subjectif, c'est-à-dire pourquoi ils vendent. Il est muté, il se rapproche de sa famille, il y a des problèmes d'argent, problèmes de séparation, succession. Il faut taper sur ce qu'ils vont entendre. Et là, vous allez voir qu'ils vont ouvrir les oreilles. Mais vous m'avez dit, monsieur le vendeur, que vous étiez muté le mois prochain. Donc, qu'est-ce qui se passe si le mois prochain, on n'a pas vendu? Qu'est-ce qu'on va en faire de la maison? Qui c'est qui va l'entretenir? Qui c'est qui va payer la taxe foncière? Voilà, il faut taper là où ça fait mal. Donc, il faut taper sur ce qui est du subjectif. Et c'est comme ça qu'on baisse les prix, en fait. Et associé à ces notions subjectives, eh bien, vous allez donner des notions objectives de marché. Et pour ça, il y a un document qui est super intéressant, c'est le certificat de parution de Se Loger. Vous imprimez un certificat de parution, vous avez les graphiques, ou alors vous faites une estimation avec Yann Porte ou surtout Priceable, surtout que le réseau a un super tarif avec Priceable, je crois que c'est 15 € et vous avez plein d'estimations et ils font des super dossiers. Donc là, le réseau a bien travaillé sur ça avec Priceable.
Donc, vous associez une notion subjective pour titiller l'intérêt et vous argumentez avec des notions objectives de marché et du factuel. Et là, croyez-moi vous allez beaucoup plus augmenter les statistiques qui baissent son prix. Le certificat de parution, tu l'as dans ton espace Se Loger Pro. À droite, tu as un onglet documents ou certificat de parution, tu le télécharges ici. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Jonathan, mais en fait, ça fait partie du boulot du conseiller ou de l'agent immobilier. Concrètement, c'est un accompagnement. Exactement. Ce que font pas les agences à l'heure actuelle. Moi, le bilan de parution, si tu veux, au bout de 3 semaines, moi, mes premiers rendez-vous sont pris avec mes clients pour les suivre. Là, je récupère un bien justement où les clients, en fait, l'agent n'a pas du tout accompagné ses clients, il a gonflé le prix au départ. Et du coup, pour faire effectuer la baisse de prix et qui va être acceptée, effectivement, c'était via le bilan de parution de Se Loger qui est très, très bien fait et qui est très parlant. Par contre, justement, j'en fais part, je ne sais pas si, alors j'aimerais bien savoir si d'autres personnes utilisent ces certificats de parution et voir un petit peu si, parce qu'actuellement, j'ai moi des problèmes avec Se Loger. Alors, ça, c'est autre contexte, mais je fais part juste pour savoir si les personnes actuellement qui sont dans cette formation ont des problèmes de censure au niveau de leur annonce sur Se Loger, parce que moi, j'ai balancé les deuxièmes et en fait, elle est toujours censurée. J'ai des gros problèmes avec Se Loger et logiquement. Pour les personnes qui ont des problèmes avec Se Loger, je vous invite à vous rapprocher de Nadia et Lorraine au siège, parce que moi, je ne serai pas compétent en la matière. Mais ouais, Élise aussi, qui est très... Élise, bien sûr, tout à fait. Ouais, parce que là, c'est elles qui pourront vous aider. Ouais. Mais bon, sinon, non, le certificat il n'y a rien de tel. Et puis, ça fait vraiment pro, quoi, par rapport à certains plein du secteur qui font n'importe quoi. Non, franchement, le certificat de parution, n'hésitez pas à le sortir. Il y a même sur un tuto, enfin, je sais pas, sur YouTube qui est effectué par Se Loger, qui explique comment expliquer à vos clients le certificat de parution. C'est très, très bien. Alors, merci pour ton témoignage, mais oui, je confirme. Moi, je l'utilisais quand j'étais sur le terrain à l'époque, et je peux vous garantir, je ne compte pas le nombre de baisses de prix que j'ai fait avec ce document. Parce que vous vous rappelez, on l'a vu dans des techniques commerciales, quand vous répondez à une objection, il faut le faire avec la technique, enfin, il faut le faire. Une des techniques que je préconise, c'est la technique CAP. Caractéristique, argument, preuve. C'est-à-dire que vous partez de la caractéristique de l'objection, c'est-à-dire, en gros, je ne veux pas baisser mon prix parce que X, vous apportez un argument tangible pour contrecarrer cette caractéristique et vous finissez par une preuve. C'est-à-dire que dans le traitement de l'objection de je ne veux pas baisser mon prix, c'est OK, j'ai compris que vous ne souhaitez pas baisser votre prix. Vous vous rappelez l'entonnoir. Pourquoi ? On reformule, on isole, on traite avec la technique CAP, on pré-close et on close. Et effectivement, le certificat de parution apporte la preuve, en fait. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, c'est votre annonce. Hein. Regardez, les comparables. Tous les biens, ils sont tous 15% moins chers. Donc, ils partiront tous avant vous. C'est ça que vous voulez ? Voilà. Et qu'est-ce qui va… Alors après, vous allez basculer sur la peur, bien sûr. Vous n'allez pas vous arrêter là, sinon ce n'est pas drôle. Après, vous allez basculer sur la peur, sur le phénomène d'usure, sur que personne ne veut acheter un invendu et que du coup, vous allez vendre moins cher qu'aujourd'hui, que ce que vous en demandez à la base. C'est ça que vous voulez ? Généralement, ils commencent à flipper quand vous commencez à partir sur ce terrain. Donc, vous pouvez partir sur ça, en tout cas. Mais oui, apportez toujours une preuve, du factuel, du concret. Et là, vous allez démarquer par rapport à vos confrères. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont traiter une baisse de prix comme ça. Je peux vous le garantir. Renouez avec votre portefeuille de vendeurs. Beaucoup de professionnels n'ont pas conscience de la mine d'or qu'ils ont en portefeuille. C'est-à-dire que, ça je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, mais vous savez très bien aussi bien que moi que aller chercher un client coûte plus cher que fidéliser un client ou pour le coup travailler une baisse de prix. Donc, eh bien, il faut travailler les baisses de prix. Donc, en fait, la deuxième notion est étroitement liée avec la première. C'est-à-dire que tous les biens que vous avez en portefeuille qui, vous ne les suivez plus pendant 4 mois,
Vous ne savez même pas s'ils sont encore à la vente. Je dis vous, mais je pourrais dire nous, parce que évidemment, je l'ai fait aussi, on l'a tous fait. Eh bien, il faut les appeler. La qualité du suivi est indispensable déjà en temps normal. Alors là, c'est encore plus vrai. Et pour le coup, renouer avec votre portefeuille de vendeurs avant d'aller chercher des contacts. Parce que vous allez économiser de l'argent et vous allez peut-être faire des baisses de prix. Après, ça sera plus dur que si vous n'avez pas eu. Alors, je vous conseille, si vous avez des biens que vous n'avez pas eu en portefeuille, que vous n'avez pas eu depuis 4 mois au téléphone, arrivez pas, oui, salut, c'est Jonathan, il faut baisser. Parce que là, vous allez vous faire défoncer. Par contre, vous pouvez plutôt le canaliser en 2 temps. Vous faites un petit suivi, vous l'appelez l'air de rien, j'ai appelé pour prendre de vos nouvelles, savoir ce que vous en êtes, et après, vous le rappelez peut-être 2 semaines après pour faire un rendez-vous, en fait. Et c'est là que vous allez arriver avec le certificat. D'accord? Donc, votre portefeuille, je suis sûr que vous avez des pépites à l'intérieur et beaucoup ne le savent pas, en fait. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui effectivement ont des biens et vous êtes peut-être démotivé parce que vous avez 0 contact? Alors, ça nous arrive à tous. Est-ce que vous en avez? Non. Ah, bravo. Non, oui. D'accord, un seul. Ah ben, il faut l'appeler. Ça se trouve, c'est le prochain que tu vas vendre. Non. Bon, ça va, il y a une majorité de non. Ça veut dire que vous faites déjà un bon suivi de base. Bon, les acheteurs, c'est pareil. Hein. Les acheteurs, c'est exactement pareil. Vous voyez plus PowerPoint? Ah, c'est normal, ça. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, en effet. Désolé. Et là, ça va? En effet, j'avais pas... Alors, je me remets le chat. Discussion. C'est où? C'est là. Voilà. Voilà. Autant pour moi. Et bien les acheteurs, c'est pareil. On sait qu'il va falloir porter une attention particulière aux acheteurs cette année, de par les problèmes qu'on a vus. On a fait un coaching sur les acheteurs la dernière fois d'ailleurs, détaillé, hein, vous avez le coaching dans votre espace. Mais oui, renouer contact aussi avec les acheteurs. Je sais très bien que l'acheteur, pour beaucoup d'agents, c'est chiant à gérer. Parce qu'on le sait. Pourquoi c'est chiant? Parce que c'est volatile, ils n'achètent jamais, il faut les trimballer, ils nous font perdre du temps. On le sait. L'acheteur, c'est pour ça que je ne les ai pas d'ailleurs. J'ai travaillé en binôme, mais peu importe. Mais les acheteurs à profusion, on le sait, c'est quasiment fini. Donc, l'importance de se rapprocher de votre base d'acheteurs et de la réchauffer et de téléphoner à l'ensemble de ces prospects pour savoir où est-ce qu'ils en sont va être très important. Parce qu'on sait que cette année, le téléphone va sonner moins souvent. Tout simplement parce que beaucoup d'acheteurs ont des difficultés. Beaucoup d'acheteurs remettent leur projet, les vendeurs aussi d'ailleurs. Mais beaucoup de prospects, vendeurs et acheteurs remettent leur projet plus tard parce qu'ils sont anxieux et ils sont paralysés par la conjoncture. Donc nous, notre rôle de réagir à ça, ce n'est pas de les faire venir, c'est à nous d'aller vers eux. Et c'est pour ça qu'il faut renouer, en fait, c'est simple, il faut renouer avec l'ensemble de votre portefeuille vendeur, rétablir une... Alors, c'est souvent vrai pour les vendeurs, mais c'est rarement vrai pour les acheteurs. Mais là, pour le coup, il faut que ça devienne vrai aussi. Parce que vous allez, pour le coup, renouer des contacts avec eux et faire le point pour savoir ce qu'ils en sont, savoir s'ils sont toujours acheteurs, savoir si les acheteurs qui n'étaient pas trop il y a quelque temps le sont vraiment devenus. Et si vous n'avez pas le bien, alors ça, je l'ai mis un peu plus tard, mais vous allez pouvoir faire de l'intercabinet, en réalité. Imaginez que vous renouez avec un acheteur et pour lequel vous n'avez pas le bien. J'ose espérer que vous allez allumer la pige ou le portefeuille de vos confrères experts IMO et des autres agences, d'ailleurs, pour pouvoir faire 50-50. Rappelez-vous qu'il vaut toujours mieux gagner 50% de quelque chose plutôt que 100% de zéro.
en fait. D'où l'importance de réchauffer sa base d'acheteurs. Et si vous ne la réchauffez pas, ben, vous ne saurez pas, en fait. Donc là, en fait, cette année, le secret, c'est qu'il faut être... Alors, c'est toujours vrai normalement, parce que le vrai travail d'un agent, c'est d'être actif. Mais là, c'est encore plus vrai, si on veut passer la crise. Il faut être actif, vraiment dans l'activité. Il n'est plus question d'attendre, sinon ça ne marchera pas. L'acheteur au centre de vos préoccupations. La découverte des acheteurs implique non seulement de comprendre leurs besoins spécifiques, évidemment, ça c'est toujours plus vrai, mais aussi de les guider à travers les complexités du processus d'achat. Ça, vous le savez très bien. Donc, la découverte acheteur est super importante. Rappelez-vous la technique du rappel. Rappelez-vous qu'il faut vraiment avoir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir bien découvrir un acheteur et ne pas perdre de temps, afin de vraiment découvrir les besoins. Il y a un dicton qui dit que la vente se gagne lors de la découverte acheteur. Parce que plus elle sera précise, moins vous perdrez de temps sur le terrain. On s'arrête un peu sur le financement, puisque c'est à l'ordre du jour. Parler d'argent avec tact et fermeté. On sait que c'est mal poli de parler d'argent en France, mais votre travail est de parler d'argent. D'ailleurs, notre travail est de parler d'argent. Parce que si on ne parle pas d'argent, comment on va défendre notre vendeur face à un acheteur qui ne serait pas solvable? Donc, c'est notre devoir de conseil, finalement. Enfin, c'est notre devoir d'information, on va dire. De quand même pouvoir assurer la sécurité de la transaction. Bon, certains diront que c'est le rôle de l'agent immobilier, mais bon, on travaille pour le compte de l'agent immobilier. Si vous avez un acheteur qui ne veut pas se livrer sur son financement, demandez-lui de se mettre dans la peau du vendeur. Si vous vendez un bien et que vous sollicitez un professionnel pour défendre vos intérêts, comment réagiriez-vous si ce professionnel vous engage sur un compromis et que vous avez un refus de prêt, qu'il a un refus de prêt, l'acheteur, et que vous apprenez qu'en fait, le professionnel a fait signer le premier acheteur qui sortait de nulle part et qui finalement n'a pas fait son rôle quand même d'information et de vérification, minimale bien sûr. On parle vraiment de vérification minimale, hein. C'est quelques questions au téléphone. Comment réagiriez-vous? Mettez-vous à la place de l'acheteur, du vendeur. Eh bien mal, eh bien c'est pareil. Voilà. Rappelez-vous toujours que le vrai client, c'est le vendeur. Celui qui signe un mandat, souvent, c'est le vendeur. Certaines questions méritent d'être posées franchement. Voilà. Montant de l'apport, mensualité que vous ne voulez pas dépasser, comment avez-vous prévu de régler votre achat? C'est important de poser ces questions. Vous n'êtes pas banquier ni courtier, mais c'est quand même important de savoir où vous allez. Parce que si l'acheteur a un refus de prêt, eh bien, si vous justifiez au vendeur que vous avez bien fait votre travail, parce que le fait qu'il ait un refus de prêt, ce n'est pas de votre faute, évidemment. Bon, ça pourrait l'être si vraiment vous n'avez fait aucune recherche, enfin, que vous avez posé aucune question. Là, ça pourrait vous pourriez avoir une responsabilité. Mais si vous avez posé les questions qu'il faut et que vous avez assuré un minimum, vous allez pouvoir l'expliquer au vendeur. Et par la même occasion, vous ne perdrez pas le mandat aussi. Parce que ça arrive, ça. Vous perdez l'acheteur et le vendeur, parce que le vendeur est dégoûté. Il va vous dire que vous êtes une bille. Alors, c'est pour ça qu'il faudra lui apporter à ce moment-là des éléments factuels. Voilà. Donc, attardez-vous sur le financement, bien entendu. Bon, ça, c'est évidemment vrai, comme d'habitude, mais c'est encore plus vrai maintenant. Les méthodes de prospection ancestrale, évidemment. La prospection, de toute façon, il n'y a pas d'immobilier s'il n'y a pas de prospection. Ça, on le sait. Rappelez-vous la méthode Expertimo. Ce que je vous conseille de faire, alors on ne va pas réviser toutes les méthodes de prospection. On a fait déjà plein de coaching sur ça. Je vous renvoie vers l'espace candidat. Mais ce que je vous conseille de faire, et ça c'est pareil, dans l'espace candidat, pas candidat, pardon, dans Expertimo Cloud, vous avez des coachings sur ça. Vous faites un tableau avec l'intégralité des méthodes de prospection que vous connaissez et vous allez voir que quand vous regarderez la vidéo qu'on a déjà faite, vous allez en trouver plein d'autres. Mais rappelez-vous la méthode Expertimo, quand même. C'est-à-dire que vous faites un tableau avec 5 colonnes. Vous vous rappelez la méthode des 5 P. Et cette méthode des 5 P, en fait, va permettre en fait, de cibler votre prospection. C'est-à-dire que vous allez travailler votre présence sur le secteur, votre présence et votre notoriété, et vous allez lister tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir travailler sur cette présence.
Vous allez travailler, donc associé à cette présence, vous allez mettre en place des outils, évidemment, de prospection. Vous allez également mettre des outils pub. Et le dernier P, c'est la proximité. Parce que rappelez-vous que, bien que ça soit compliqué, certains professionnels peuvent avoir tendance de s'éparpiller au niveau du secteur. Et la présence et la proximité sur le secteur, avec votre zone de chalandise, est super importante. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? Et si vous partez de votre secteur, des concurrents à vous vont faire des ventes sur le secteur. En réalité, ça serait dommage. D'où l'importance vraiment de travailler sur ces 5 notions. Et évidemment, rappelez-vous encore une fois cette phrase, qui tient l'offre, tient la demande. Si vous avez une offre attractive, au prix, vous aurez un acheteur, c'est obligé. C'est mathématique. Parce que, encore une fois, il n'y a pas pléthore d'offres. D'accord? Donc, en travaillant sur le vendeur et sur la baisse de prix, qui, comme vous le savez, est un enjeu majeur cette année, et bien vous travaillez aussi sur l'acheteur. Parce que pour le coup, vous allez redonner du pouvoir d'achat à l'acheteur. C'est aussi simple que ça. En travaillant sur le vendeur, vous travaillez aussi sur l'acheteur. Les deux sont liés. Puisque le pouvoir d'achat, on sait que c'est le problème. Attention à garder ces distances en parlant d'argent, si vous n'êtes pas inscrit à l'ORIAS. C'est pour ça que je parlais de découverte succincte. Voilà. En fait, il faut que vous puissiez sécuriser un minimum la transaction. D'accord? Évidemment, on ne demande aucune pièce. On relève. Ça, ce n'est pas notre travail. Par contre, le secret, c'est que si votre acheteur a un refus de prêt, il faut que derrière, vous puissiez justifier au vendeur que vous avez fait votre travail de vérification minimale. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez de fortes chances pour perdre le vendeur aussi. Surtout dans cette période où ils sont tendus. On s'attarde aussi sur une... Alors, hyper important aussi, et ça, j'ai souvent des appels, parce que j'ai tous les jours des appels d'agents qui me disent qu'ils n'arrivent pas à rentrer des mandats de vente. On l'a vu, pourquoi? Et une notion intéressante, c'est de se diversifier. La diversification, et Expertimo, les cartes professionnelles donnent la possibilité de le faire. Si toutes les méthodes liées à la transaction ne fonctionnent pas, ce qui peut malheureusement arriver, parce que toutes les notions qu'on voit en coaching, ce sont des méthodes efficaces qui fonctionnent, ce sont des stratégies, mais il n'y a aucune notion miracle. Donc, parfois, on a beau tout essayer, et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester sur le canapé, évidemment. Par contre, on peut tenter de se diversifier. On peut se diversifier dans la location, on peut faire de la gestion, transaction, on peut faire de l'expertise, on peut se diversifier. Donc, diversifiez-vous. C'est simple. Si vous n'aviez absolument rien à faire dans la transaction, vous vous diversifiez. Expertimo a mis en place des formations spécialisantes, que ce soit sur le neuf, le viager, le marketing digital, la gestion. Tout ça, vous pouvez le faire. Alors, ça va demander de la formation. En revanche, est-ce que ce n'est pas une source de chiffre d'affaires supplémentaire? Et est-ce que ça ne va pas vous permettre de sauver les meubles? D'accord? Donc ça, c'est une notion intéressante aussi de réagir à cette tendance conjoncturelle néfaste. Alors, hyper important aussi, et ça, je sais que plein de pros ne le font plus. Alors ça, je le disais souvent aux débutants quand je faisais les coachings. Rappelez-vous la méthode café. Alors ça marche pour les acheteurs et les vendeurs, mais c'est vrai que c'est surtout utilisé pour les vendeurs. Mais pourquoi pas l'utiliser pour les acheteurs, quand le téléphone ne sonne pas et que vous avez épuisé votre base déjà existante. Vous prospectez votre relationnel proche, et ça coûte 0. C'est très simple. Vous prenez votre calepin, vous notez l'intégralité des numéros que vous connaissez, vous faites encore un tableau, avec les connaissances, les amis, la famille et l'environnement professionnel proche. Et en fait, c'est simple, vous appelez l'intégralité des personnes que vous connaissez et que vous avez classées dans ces 4 catégories. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend un bien. Et en travaillant sur votre relationnel proche de votre zone de chalandise, évidemment, parce que si vous avez un contact à l'autre bout de la France, vous allez le filer à notre agent Expertimo, sauf cas exceptionnel, bien sûr, certaines niches.
Mais en faisant ça, vous allez voir que vous allez recevoir des appels. Et c'est de la prospection gratuite. Rappelez-vous que les Français adorent parler d'immobilier. On le voit. Quand on marche dans la rue, on entend souvent parler d'immobilier, j'ai acheté ci, j'ai vendu ça, etc. Et bien, en travaillant sur votre réseau, ça va vous coûter 0 et vous allez avoir des prescriptions. Combien parmi vous appellent Moi, le café, c'est simple. Je vous conseille de le faire une fois par trimestre. Une fois par trimestre, vous rappelez l'intégralité des personnes que vous connaissez et la liste va s'allonger parce que vous allez créer un gros réseau. Moi, je le faisais tous les trimestres et j'avais des mandats qui pleuvaient tous les mois. Ce n'est pas pour rien qu'en 2015, j'avais 80 mandats, tout seul. Et la plupart arrivaient par relation. Parce que tous les trimestres, je prenais le téléphone et j'appelais l'intégralité des personnes que je connaissais. Alors, bien sûr, la majorité des biens ne venaient pas par ces biais, mais il y en avait énormément quand même. Je pense qu'il y avait un tiers. Donc ça, c'est super important. Et en plus, ça coûte 0. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, la prochaine mesure va avec cette prospection de proximité, puisque vous allez forcément travailler avec votre notoriété locale. Il faut que vous connaissez le dicton. Il faut être vu, connu, reconnu, incontournable. Et en travaillant votre notoriété locale, que ce soit sur les acheteurs ou sur les vendeurs, vous allez devenir incontournable sur votre marché. Je donne souvent cet exemple, mais moi, ça m'arrivait souvent de marcher dans la rue à l'époque, ça arrive encore d'ailleurs, et de dire, une fois, je me rappelle, je marche dans la rue à Cavignac et j'allais à la boulangerie et une petite fille, je croise la mère et une petite fille, et la petite fille dit « Oh, regarde, c'est le monsieur du frigo !» Et la mère, je me retourne, je fais « Ah ben oui, vous êtes agent immobilier. » Voilà. Bon, ben là, vous savez que vous êtes incontournable. Alors, ça prend quelques années, mais là, vous savez que vous avez fait un bon travail. Et ça arrive souvent. Hein. Ah, mais excusez-moi, vous êtes agent immobilier. J'ai un bien estimé. Une fois même, des anecdotes comme ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je roulais un jour là, entre deux communes en campagne, et le téléphone sonne. Je décroche. J'avais équipé le Bluetooth, évidemment. Et, ah, vous êtes pas agent immobilier? Si. Et à l'époque, j'avais la voiture qui n'était pas floquée en plus. Il avait reconnu ma voiture. J'ai une maison à vendre là sur la commune d'après. C'était Régnac. Vous pouvez vous arrêter? Écoutez, si je peux vous rendre service. Et bim, un mandat. Voilà. Là, vous savez que vous avez fait un bon travail de notoriété locale. Et ça, c'est en mariant l'intégralité des méthodes de prospection ancestrale. Alors là, je vous renvoie vers votre espace Expert Imo Cloud pour voir dans les détails tout ce qu'on a déjà vu en coaching, en vous diversifiant, en travaillant sur votre relationnel proche et enfin, bien sûr, sur votre visibilité. Et après, vous allez travailler sur un écosystème qui s'auto-entretient, en fait. Il faudra toujours travailler sur ces notions. Mais plus les mois et les années vont avancer, et plus cet écosystème va s'auto-entretenir, et plus les contacts viendront facilement en réalité. Tu disais directement que tu recherches des biens à vendre. Oui, ça arrivait. Ça dépendait des communications que je faisais, mais alors surtout sur les réseaux sociaux, effectivement, j'allais droit au but. Ouais. Parce que rappelez-vous que quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, dans les fils d'actualité, l'internaute a à peine une seconde pour voir votre contenu. Donc, il faut que ce soit impactant. Donc moi, je mettais un gros placard. Alors, il faut quand même un minimum identifier la cible, parce que sinon, c'est trop vaste. Par exemple, si vous mettez « je recherche des biens à vendre », bon, ça ne va pas marcher, parce que la cible est trop large. Moi, je mettais « je recherche des maisons à vendre », parce que moi, je voulais travailler les maisons. Je n'avais pas envie de travailler les copros, tout ça, ça me saoulait. Donc, je mettais, je me rappelle très bien de la phrase, je recherche des maisons à vendre sur ces codes postaux, maisons contemporaines et en pierre. Et là, vous avez identifié une cible. Et vous avez écarté tous les biens qui ne vous intéressent pas. En marketing, il faut toujours identifier une cible. Voilà. D'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est encore possible, mais en ce moment, de vous inscrire
Après, il vous manquera les 2 premiers coachings, mais là, pour le coup, ce n'est pas du coaching, c'est de la formation. Mais il y a en ce moment, on est en train de faire une formation spécialisante sur, c'est pas moi qui l'a fait, hein. Enfin, je la co-anime avec un formateur en marketing digital. On fait une formation digitale en ce moment de 10 heures. Il reste encore 6 heures de formation pour ceux qui veulent s'inscrire. Tu te disais directement au téléphone quand tu appelais ton réseau. Alors, non, je ne disais pas que je cherchais des biens à vendre. En fait, j'appelais le réseau et je disais, j'appelais d'abord, bien sûr, pour prendre des nouvelles. Parce que rappelez-vous qu'il faut d'abord parler de la personne, il faut d'abord écouter pour qu'on soit écouté. Et après, effectivement, après oui, j'emmenais doucement la discussion sur l'immobilier et sur les partenariats qu'on pouvait développer. Voilà. Et après, au bout d'un moment, je disais, ouais, et puis après, comme on était plus ou moins voilà, potes, bon, n'hésite pas, si tu connais un mec qui vend, tu m'appelles. Hein. Voilà, ça pouvait finir comme ça. Ça pouvait, ouais. Alors, une petite technique de communication, surtout sur les réseaux, mais c'est aussi vrai sur le terrain. Faites connaître votre réussite locale. Faites parler de vous, mettez vos biens vendus. Voilà, super intéressant. Ça va optimiser votre stratégie marketing. Donc, rappelez-vous qui sont vos clients, qui vous voulez servir, quelles sont les personnes que vous ne voulez pas servir. Et pour le coup, vous allez identifier votre cible et ça va vous permettre, en fait, d'augmenter les contacts, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. D'accord? Donc, ça c'est important. Bien sûr, les outils du numérique et surtout Facebook, travailler avec Facebook. Alors, ce n'est pas indispensable. Quelqu'un qui a un vrai, parce que rappelez-vous qu'on a des métiers d'humain, de relationnel, et celui qui travaille très bien son relationnel dans le dur, il va s'en sortir. Par contre, c'est indiscutable, ne pas travailler le numérique aujourd'hui, c'est un gros manque à gagner. Voilà. Là, c'est pareil, on a fait plein de coaching sur Facebook. Et en plus, en ce moment, avec la formation spécialisante, s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire, envoyez-moi un mail. Je vous mettrai en relation avec Marion. Donc oui, outils du numérique, grosse source de mandats et d'acheteurs, évidemment. Haute tendance, la procrastination. Quand j'ai un agent au téléphone qui me dit « j'ai rien qui se passe », j'ai le téléphone qui ne sonne pas, j'ai pas de mandat, j'ai rien, je fais quoi? Et je lui fais « tu fais quoi pour ça ?» J'attends. Du coup, j'ai des petits trucs à faire, mais j'attends, puisque de toute façon, j'ai le temps, je ne fais rien. Des agents se situent dans ce cercle un peu vicieux. Donc, malheureusement, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment il ne se passe rien sur votre cœur de métier, travaillez la diversification, en fait. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous diversifier dans la gestion, la location, l'expertise, etc., etc. Ça va vous permettre, en gros, de ne pas avoir les œufs dans le même panier, tous vos œufs dans le même panier. Et en 2023, pour certains, ça va être indispensable. Parce qu'il y a certains secteurs, certains acheteurs qui n'arrivent vraiment plus à avoir leur crédit. Donc, on voit bien l'importance d'essayer de mettre plusieurs cordes à son arc. Et enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais travailler ensemble, que ce soit au sein d'Expertimo, mais également avec vos confrères qui ne sont pas du réseau. C'est simple, un agent, en moyenne, un agent qui est très ouvert sur l'intercabinet, il multiplie son chiffre d'affaires par 3. Parce que la synergie est super intéressante. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'importance de se serrer les coudes, notamment contre la concurrence du particulier, est encore plus vrai aujourd'hui, dans cette période tendue, où ils ne veulent pas payer, ou dans un marché contraignant. Travailler en partage de mandat, c'est un gros conseil que je peux vous donner. Vous connaissez la définition de la synergie. 1 + 2 = 3. Et bien, c'est pareil pour le chiffre d'affaires. Vous multipliez par 3. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui?
est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur une notion? Non, il semblerait que tout va bien. La stratégie marketing. Ouf, c'est extrêmement vaste comme question. Alors, stratégie marketing, c'est vraiment dommage que tu ne sois pas inscrit à la formation spécialisante, parce que là, rien que cette question, ça peut valoir la formation de 10 heures, tu vois, qu'on est en train de faire. Mais stratégie marketing, le marketing, c'est vraiment très vaste. Donc, quand on travaille sur le marketing, ça va être sur la communication, la visibilité, toutes les techniques, vraiment l'aspect technique des méthodes de prospection, qui sont tes clients, comment leur parler quand ils sont dans leur parcours client, comment les faire mûrir dans leur parcours client à la fin de les envoyer, enfin de leur faire ce que vous voulez. C'est un peu tout ça. Donc, et puis, une stratégie marketing peut fonctionner sur un secteur et pas sur une autre. Donc, c'est d'où l'importance, dans un premier temps, de vraiment connaître sa cible et de connaître vraiment les biens et ce qui fonctionne en fait sur vos secteurs. Donc, la première chose à savoir, c'est de savoir qui sont vos clients et quels sont les biens qui fonctionnent sur vos secteurs. Et partie de ce constat que vous savez qui vous voulez servir, en gros, vous allez pouvoir adapter derrière des outils adéquats, que ce soit dans le terrain, des outils de prospection, des outils dans le digital, pour pouvoir parler à cette audience et parler à cette cible, en fait. Voilà, est-ce que je peux répondre à ça? Je vous mets mon ancienne page. Vous allez trouver une multitude d'informations dessus. Mon ancienne page Facebook, quand j'étais encore sur le terrain, vous allez trouver énormément d'idées. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, comme d'hab, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. À bientôt. Ciao, ciao.